La plupart des accidents de voiture se produisent en quelques secondes, mais certains laissent derrière eux des scènes si troublantes qu'elles hantent les esprits pendant des années. Cette vidéo examine 5 autres cas réels où un simple trajet s'est transformé en quelque chose de bien pire. Ces incidents tragiques, déroutants, violents et parfois inexpliqués. Chacun d'eux montre à quelle vitesse la vie peut changer et que tous les accidents ne s'expliquent pas clairement. C'était le 31 octobre 2006 à Lake Forest en Californie. Nikki Katsouras, âgée de 18 ans, venait de finir le déjeuner en famille chez elle. Étudiante calme et créative passionnée de photographie, Nikki n'était pas du genre impulsif, mais cet après-midi-là, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle prit sans permission la Porsche Carrera de son père, modèle 911. Sa mère, Leslie, vit Nikki partir 10 minutes seulement après que son mari, Christos, eut quitté la maison pour se rendre au travail. Ce comportement était inhabituel chez Nikki, qui n'avait jamais conduit la Porsche auparavant. Alarmée, Leslie appela immédiatement Christos qui fit demi-tour, contacta les services d'urgence et se mit à sa recherche. Ce qui se passa ensuite dépasse l'imagination. Vers 13h38, Nikki circulait sur la route à péage 241 Toll Road à une vitesse supérieure à 100 miles par heure. Lorsqu'elle changea de voie, sa voiture heurta une Honda Civic, ce qui la fit perdre le contrôle. La Porsche dévia ensuite sur le terre-plein central et se dirigea vers la circulation en sens inverse avant de percuter une cabine de péage en béton. Les dégâts furent si sévères que Nikki mourut sur le coup. Le véhicule fut presque détruit et la scène laissa les premiers intervenants visiblement secoués. Lorsque ses parents arrivèrent sur les lieux, ils furent confrontés à une réalité déchirante. En raison de l'état de son corps, le coroner ne leur permit pas de la voir ou de l'identifier directement. La perte elle-même était insupportable, mais ce qui suivit aggrava encore davantage leur douleur. Quelques jours plus tard, la famille de Nikki apprit que des photos graphiques de l'accident avaient été diffusées en ligne. Ces images, prises par la California Highway Patrol dans le cadre de leur enquête, n'étaient jamais destinées à être partagées, mais elles l'ont été. 2 employés de la CHP, Aaron Reich et Thomas O'Donnell, reconnurent avoir distribué les photos. Reich les envoya à plusieurs personnes, y compris à des amis, tandis qu'O'Donnell affirma qu'il s'était seulement envoyé les images par courriel à lui-même. Bien que tous deux aient enfreint les règlements du service, ce qui suivit fut bien plus préjudiciable que prévu. Les photos se répandirent rapidement sur Internet. Elles apparurent sur les réseaux sociaux, des sites web et dans des chaînes de courriel. Certains sites les utilisèrent pour de faux hommages, d'autres les postèrent avec des légendes injurieuses. Bientôt, les internautes commencèrent à surnommer Nikki Porsche Girl, se moquant d'elle et de l'accident. La famille reçut même directement ces images, accompagnées par exemple d'un message indiquant « Woohoo daddy, hey daddy, I'm still alive ». Le harcèlement fut implacable. Les parents de Nikki, Christos et Leslie reçurent les photos encore et encore. Leslie cessa complètement de consulter ses emails. La famille finit par retirer Danielle, la sœur cadette de Nikki, de l'école après qu'une menace fut proférée consistant à mettre les photos dans son casier. Leur vie fut bouleversée par des inconnus qui trouvaient du divertissement dans leur chagrin. La famille Katsouras tenta tout pour empêcher la diffusion des images. Ils envoyèrent des mises en demeure à divers sites, contactèrent les administrateurs web et utilisèrent des outils pour bloquer l'accès aux photos dans les moteurs de recherche. Mais chaque fois qu'ils en faisaient disparaître une nouvelle apparaissait. Cela semblait interminable. Ce qui rendait la situation encore plus insupportable, c'était de savoir que ces images provenaient des personnes censées les protéger. La réaction du public ne fit qu'ajouter à leur douleur. De nombreux commentaires en ligne blâmaient Nikki, la qualifiant de privilégiée et d'imprudente, affirmant qu'elle avait mérité ce qui lui était arrivé. Finalement, la famille engagea une action en justice contre la California Highway Patrol pour négligence et préjudice émotionnel. Au départ, l'affaire fut rejetée. Il n'existait pas alors de loi claire protégeant les familles dans de tels cas. Mais la famille Katsouras ne se laissa pas décourager. En 2010, la Cour d'appel de Californie leur donna raison. Le tribunal reconnut que la famille avait le droit de poursuivre et jugea inacceptable les actions des répartiteurs. 2 ans plus tard, la famille obtint un règlement à hauteur de 2,37 millions de dollars. Bien que l'argent ne puisse effacer les dégâts, il apporta une certaine clôture. La famille espérait que cette affaire aiderait d'autres à protéger la dignité de leurs proches dans des situations similaires. Mais même aujourd'hui, ces images n'ont pas disparu. Elles se refont surface sur Internet. Pour la famille Katsouras, le souvenir de Nikki reste profondément personnel. Ce qui leur est arrivé démontre jusqu'où peut aller la cruauté en ligne et combien il est difficile d'y échapper une fois lancé. C'était le 26 juillet 2009 dans le comté de Westchester, à New York. Diane Schuller, une mère de 36 ans de 2 enfants, conduisait le minivan de son frère avec 5 enfants à bord, son propre fils Brian et ses 3 nièces, après un week-end de camping en famille. Son mari Daniel la suivait dans son camion avec le chien familial. Ils se dirigeaient vers leur domicile à West Babylon. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre.
Vers 9h30, le groupe fit ses bagages et quitta le Hunter Lake Campground à Parksville. En chemin, ils s'arrêtèrent chez McDonald's pour prendre le petit déjeuner. Des témoins dirent que, à ce moment-là, Diane semblait tout à fait normale. Ils firent ensuite une nouvelle halte dans une station-service Sunoco où Diane demanda des antidouleurs, mais le magasin n'en avait pas en stock. À 11h, Diane appela son frère Warren pour lui dire qu'ils étaient en retard à cause de la circulation. Mais 1 heure plus tard, des automobilistes commencèrent à signaler qu'un minivan roulait de manière erratique sur l'autoroute, en suivant de trop près, en klaxonnant et en faisant clignoter ses feux. Certains virent même une femme vomir sur le bas-côté. À 12h58, Emma, la nièce de 8 ans de Diane, appela son père paniqué. Elle expliqua que sa tante peinait à voir correctement et n'agissait pas normalement. Warren rappela Diane et remarqua qu'elle semblait confuse et peinait à articuler ses mots, allant jusqu'à l'appeler par un mauvais nom. Pourtant, Diane insista sur le fait que tout allait bien et accusa les enfants de faire trop de bruit. Warren lui conseilla de se garer et d'attendre qu'il arrive. Il partit immédiatement pour la rejoindre, mais lorsqu'il arriva, Diane avait disparu. À 13h30, Diane entra sur la Taconic State Parkway, mais dans le mauvais sens. Elle roulait vers le sud dans les voies destinées à la circulation nord, à plus de 80 miles par heure. Des témoins décrivirent le minivan comme s'il filait en direction des véhicules venant en sens inverse. Certaines voitures dévoyaient, tandis que d'autres n'eurent pas le temps de réagir. À 13h35, le minivan entra en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer qui heurta ensuite un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Le tout se déroula en moins de 3 minutes. 7 personnes périrent sur les lieux. Diane, sa fille Erin, âgée de 2 ans, et ses 3 nièces, Kate, 5 ans, Allison, 7 ans, et Emma, 8 ans, furent toutes tuées. Les 3 passagers du Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, ne survécurent pas non plus. Le fils de Diane, Brian, âgé de 5 ans, fut extrait de l'épave vivant, bien que gravement blessé. L'un de ses cousins survécut initialement à l'accident, avant de succomber plus tard à l'hôpital. Brian fut le seul survivant, mais ses blessures allaient changer sa vie pour toujours. Les premiers intervenants découvrirent une bouteille de vodka brisée dans le minivan, ce qui devint un élément clé de l'enquête. Le rapport toxicologique de Diane révéla par la suite que son taux d'alcoolémie dans le sang était de 0,19%, plus du double de la limite légale, et que son organisme présentait des niveaux élevés de THC, suggérant une consommation récente de marijuana. Ces résultats stupéfièrent ceux qui la connaissaient. Diane jouissait d'une excellente réputation d'être responsable et attentionnée. Son mari, Daniel, nia fermement qu'elle ait jamais bu en présence de leurs enfants ou qu'elle ait consommé des drogues. Il croyait plutôt qu'elle avait peut-être subi une urgence médicale comme un accident vasculaire cérébral, expliquant ainsi son comportement. Mais les résultats racontèrent une histoire différente. Les enquêteurs confirmèrent que Diane avait bu lourdement avant l'accident, le taux d'alcool dans son sang correspondant à la quantité de vodka retrouvée dans le véhicule. Daniel continua de remettre en question ses conclusions en demandant des tests supplémentaires et même en faisant réexaminer les échantillons de Diane. Cependant, les conclusions ne changèrent pas. Diane avait bien été sous l'influence au volant et ses actions furent qualifiées d'imprudentes. Les autorités classèrent l'accident comme un cas de conduite négligente et les décès furent jugés évitables. La tragédie conduisit à des appels pour des lois plus strictes. Le gouverneur de New York de l'époque, David Paterson, introduisit la Child Passenger Protection Act, rendant crime majeur le fait de conduire en état d'ébriété avec un enfant à bord. Des années plus tard, la famille de Diane demeure divisée. Certains pensent encore qu'une urgence médicale a pu provoquer son comportement, tandis que d'autres acceptent les conclusions de l'enquête. Mais pour ceux qui ont perdu des proches, le mal était déjà fait. Même aujourd'hui, plus d'une décennie après, une question continue de hanter tout le monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là sur la Taconic Parkway ? C'était le 30 octobre 2015 à Los Angeles, Californie. Richard Panania, âgé de 20 ans et originaire de Burbank, se rendait à son premier jour de travail au Glendale Collision Center. Il adorait les voitures et attendait ce poste avec impatience. Ce vendredi matin, il était au volant de sa Ford Fiesta 2004, filant à toute allure sur la voie sud de la 5 Freeway. Mais à 7 heures, Richard n'était plus là. Et la manière dont tout s'est déroulé laissa des gens à travers le pays incrédules. Il y a à peine 5 jours, le 25 octobre, la famille de Richard avait participé à un rituel religieux. Il s'agissait d'une offrande chrétienne arménienne traditionnelle appelée matag, un sacrifice d'agneau accompli pour remercier Dieu d'avoir épargné la vie de quelqu'un après un grave problème de santé. On croit également que ce rituel offre une protection contre d'éventuels dangers futurs. Richard avait déjà traversé d'importantes épreuves sanitaires. Son cousin, Armen Kardashian, rappelait que sa vie avait déjà été épargnée par le passé, et la famille pensait que ce rituel le protégerait à l'avenir. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'entièrement inattendu se produisit.
Ce matin-là, vers 7 heures, Richard circulait dans le secteur de Griffith Park sur l'Interstate 5. Des témoins le virent rouler à vive allure, zigzaguer entre les voies et doubler des voitures sur l'accotement droit. À un moment donné, sa voiture entra légèrement en collision avec l'arrière d'un pick-up Ford F-150 circulant à environ 80 km/h. L'impact fit chavirer la voiture de Richard à plusieurs reprises, la fit rouler sur un talus, et ensuite quelque chose d'à peine croyable se produisit. Richard fut éjecté de sa voiture, propulsé avec une telle force, son corps fut lancé à plus de 20 pieds dans les airs. Il atterrit sur le sommet d'un grand panneau routier indiquant la sortie Colorado Street, suspendu bien au-dessus de la chaussée. Au début, les automobilistes crurent qu'il s'agissait d'une blague d'Halloween, tant la scène semblait irréelle. Mais c'était bel et bien réel. Le corps de Richard gisait sur le rebord du panneau, en pleine vue des usagers de la route en contrebas. Les appels d'urgence affluèrent et les pompiers se précipitèrent sur les lieux. À leur arrivée, la circulation avait cessé totalement. Un camion échelle fut dépêché et un drap blanc fut soigneusement disposé sur le corps de Richard. Il fallut plus de 2 heures avant qu'un représentant du coroner ne se présente. Finalement, les sapeurs-pompiers parvinrent à le décrocher du panneau. Des enquêteurs de la California Highway Patrol se mirent alors à examiner les circonstances de l'accident. L'officier Edgar Figueroa confirma que Richard roulait de manière imprudente et qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Chaque fois que vous roulez à grande vitesse sans ceinturer, il y a de fortes chances que vous soyez gravement blessé, affirma-t-il. Le porte-parole du Los Angeles Fire Department, Brian Humphrey, ajouta que, quand les secours arrivèrent, Richard était déjà décédé. L'accident s'est produit près d'Atwater Village, juste à l'extérieur de Griffith Park. Les enquêteurs durent fermer cette portion d'autoroute pendant plusieurs heures. Mais le plus troublant n'était pas seulement l'accident lui-même, c'était la manière dont le corps de Richard se retrouva accroché à ce panneau. Beaucoup peinèrent à comprendre. Plus tard, le cousin de Richard, Armen, donna davantage de détails. Il affirma que Richard portait toujours sa ceinture et avait même installé un harnais à 5 points dans sa voiture. Armen décrivait Richard comme quelqu'un de prudent et soucieux de la sécurité. Pourtant, les agents de la CHP étaient convaincus qu'il ne portait aucun dispositif de retenue au moment du crash. Ce qui rendait la situation encore plus dérangeante, c'était le timing. Il y a à peine 5 jours, la famille de Richard avait accompli le matage pour le protéger des dangers. Sur une page GoFundMe, Armen écrivait « Dans la culture arménienne, on pratique des sacrifices lorsque quelqu'un échappe à la mort, comme la vie de Richard a déjà été épargnée une fois. Mais désormais, Richard n'était plus là. » Armen qualifiait la situation d'ironiquement tragique. Non seulement Dieu a choisi d'emporter la vie de ce jeune homme, mais il a décidé d'en faire un véritable spectacle. De retour chez lui, la famille de Richard fut laissée déboussolée et le cœur brisé. L'image de son corps accroché à ce panneau routier resta gravée dans la mémoire de tous ceux qui la virent. Le lieutenant-coroner David Smith rapporta que Richard avait subi de multiples fractures, mais que la cause exacte de son décès n'était pas immédiatement déterminée. Le conducteur du pick-up ainsi que ses 2 passagers ne furent pas blessés. Pourtant, la scène affecta profondément ceux qui en furent témoins, en particulier les premiers intervenants et les automobilistes. La famille de Richard se souvient de lui comme d'une personne aimable et désintéressée. Il aimait travailler de ses mains et était passionné par les voitures. Ce vendredi matin, il était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais il ne l'atteignit jamais. Une page GoFundMe permit de récolter plus de 13 000 $ en une journée pour couvrir les frais funéraires. Sa famille le décrivait comme quelqu'un possédant, une belle âme qui prenait toujours le temps de montrer qu'il tenait aux autres. Ils espéraient que le Matag le protégerait. Mais au lieu de cela, sa vie s'est éteinte de la manière la plus publique et inexplicable qu'on puisse imaginer. C'était le 20 juin 2024 à Riverside, Alabama, une petite ville de tout juste plus de 2000 habitants, à environ 40 minutes de Birmingham. Au cœur de la ville se dressait l'église baptiste de Riverside, un édifice vieux de près de 100 ans et profondément ancré dans l'histoire de la communauté. Mais tôt ce jeudi matin, tout changea. Vers 1h30, la police reçut un appel. Une voiture avait percuté l'église et le bâtiment était en feu. Des pompiers de Riverside et de la ville voisine de Pell City se précipitèrent sur les lieux, mais malgré leurs efforts, l'église ne put être sauvée. À l'intérieur du véhicule accidenté se trouvait le corps d'Anthony Banks Jr., âgé de 19 ans. Selon la police, il avait perdu le contrôle de sa voiture en prenant un virage serré près de l'église. Son véhicule avait quitté la route, percuté l'édifice et déclenché l'incendie. Les flammes étaient d'une intensité redoutable. Anthony ne survécut pas. Il venait tout juste d'avoir 19 ans, seulement 17 jours plus tôt. Plus tard, sa mère partagea son chagrin en ligne en sollicitant de l'aide pour couvrir les frais funéraires. Elle écrivit « Sa vie n'avait même pas commencé avant d'avoir été tragiquement arrachée. Des amis se souvinrent de lui comme d'un jeune homme aimable, joyeux et capable d'illuminer l'atmosphère rien qu'en étant présent. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 3 jours plus tard, presque à la même heure dans les premières heures d'un dimanche, le 23 juin, une autre tragédie survint. À 0h53, la police de Riverside était à la poursuite d'un BMW X5 de 2019. La conductrice,
qui avait pris la voiture appartenant à un membre de sa famille sans autorisation, refusait d'arrêter le véhicule. Elle filait à vive allure dans la même zone où s'était produit l'accident d'Anthony. La conductrice n'était autre que Jennifer L. Arellano Maldonado, la petite amie d'Anthony. Au cours de la poursuite, elle perdit le contrôle de son véhicule. Celui-ci dérapa près des ruines de l'église incendiée, heurta un mur de briques et prit feu. Ne portant pas sa ceinture de sécurité, elle fut piégée à l'intérieur. Tout comme Anthony, elle ne survécut pas. 2 jeunes vies, 2 accidents, exactement au même endroit, à seulement 3 jours d'intervalle. Les autorités confirmèrent le lien entre Anthony et Jennifer. L'église, jadis symbole de la communauté, était désormais le théâtre de 2 accidents déchirants. L'accident de Jennifer venait ajouter encore plus de désolation aux décombres déjà brûlés. Les pompiers expliquèrent que les 2 collisions avaient engendré des incendies difficiles à maîtriser. Dans le cas d'Anthony, les flammes durèrent jusqu'au lendemain matin et nécessitèrent même un soutien aérien. Par la suite, le service incendie et de secours de Riverside publia un message exprimant sa compassion envers les familles et la communauté de l'église. Suite à l'accident de Jennifer, le brigadier d'État Brandon Bailey confirma qu'elle était en fuite devant la police. Le véhicule qu'elle conduisait avait été signalé comme disparu par un membre de sa famille. Le lundi, la police précisa que son accident s'était déroulé au même endroit que celui d'Anthony. Le maire, Rusty Jessup, déclara qu'il prévoyait de la reconstruire. Un résident local, Harry Swinner, commenta « Je déteste la voir dans cet état. J'espère qu'ils la reconstruiront et qu'elle retrouvera toute sa splendeur d'antan. C'était une très belle église. » Même si l'église n'existe plus, l'impact émotionnel de ces événements ne cesse de se faire sentir. Ce qui rend cette histoire particulièrement douloureuse, c'est la façon dont tout semble lié. 2 adolescents en couple, tous 2 fauchés lors d'accidents enflammés au même endroit, à quelques jours d'intervalle et pratiquement à la même heure de la nuit. Les enquêteurs travaillent encore pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre accident a été intentionnel. La police examine d'éventuels facteurs tels que des défaillances mécaniques, une détresse émotionnelle ou d'autres influences. La mère d'Anthony continue de publier des hommages à son fils. Une collecte GoFundMe qu'elle a lancée avait déjà permis de récolter 450 $ à mi-semaine. Elle écrit « En rédigeant ces mots, des larmes coulent inlassablement. Je prie pour que tout ceci ne soit qu'un cauchemar dont nous nous réveillerons bientôt. » L'Alabama Law Enforcement Agency et le département de police de Riverside poursuivent leur examen de ces 2 incidents. Pour l'heure, aucune réponse claire n'a encore été apportée. Une église détruite, un virage serré et 2 vies fauchées de manière inimaginable dans ce petit coin de calme que personne n'aurait pu imaginer être le théâtre d'une telle tragédie. C'était le 3 septembre 1999 en Ontario, Canada. L'autoroute 401, l'une des plus fréquentées d'Amérique du Nord, commença la journée comme n'importe quel vendredi ordinaire. Le ciel était dégagé, les gens se rendaient au travail et les camions transportaient des marchandises. Mais juste après 8 heures, tout changea. Près du viaduc de Manning Road, à environ 10 km à l'est de l'aéroport de Windsor, un épais brouillard s'abattit soudainement. Ce n'était pas une simple bruine légère. Le brouillard était si dense que les automobilistes ne pouvaient voir qu'à 1 mètre devant eux. Un semi-remorque commença à ralentir dans la brume. Un autre camion qui le suivait se trouvait trop près et ne put s'arrêter à temps. Il se mit en écharpe, bloquant les voies. En quelques secondes, d'autres véhicules se percutèrent les uns les autres, dans l'incapacité de voir ce qui les attendait en amont. Ce qui s'ensuivit fut la succession de 5 accidents distincts survenus en l'espace de quelques minutes. Au total, 87 véhicules furent impliqués. Des incendies se déclarèrent, des explosions éclatèrent. Un agent décrivit par la suite la scène comme une énorme boule de feu. 7 personnes périrent sur les lieux et une autre décéda ultérieurement à l'hôpital. 45 autres furent blessés, certaines de manière grave, plusieurs voitures se fusionnèrent dans le feu, emprisonnant certains passagers à l'intérieur, et quelques personnes tentèrent de fuir, mais le brouillard rendait toute évacuation pratiquement impossible. La constable Lee Batt de la police provinciale de l'Ontario avait prévu de quitter le travail plus tôt pour participer à un tournoi de ballon. Mais dès qu'elle reçut l'appel signalant l'accident, elle se précipita sur les lieux. Elle remarqua de la brume s'élever des champs avoisinants, sans se douter de l'ampleur de la catastrophe. Pour rejoindre rapidement le site de l'accident, elle dut emprunter la rampe en marche arrière, direction ouest. Les opérateurs de répartition furent déconcertés, mais c'était le moyen le plus rapide. À son arrivée, elle découvrit des véhicules empilés, des gens appelant au secours et d'autres en état de choc. Quelques instants plus tard, une violente explosion se produisit à seulement 25 mètres. Ce week-end-là fut un flou pour Batt qui, toutefois, parvint à assister à son match. Elle se souvient encore de ce jour, chaque 3 septembre. À environ 1 kilomètre de là, Kirk Wallstedt, qui nourrissait ses ponts, perçut le fracas des collisions. À l'époque avocat, aujourd'hui vice-maire de Lakeshore, il constata que le brouillard recouvrait tout. Il se précipita sur l'autoroute où son père et son frère étaient déjà présents. D'autres véhicules continuaient de s'entrechoquer. Wallstedt aida à extraire des personnes de l'épave et les plaça dans son camion.
Sur la propriété de son père, ils installèrent un poste de triage sous un arbre. Là, les survivants patientaient, certains espérant recevoir des nouvelles, d'autres étant grièvement blessés. Mais tout le monde ne put être secouru, quelques personnes restant coincées. Wallstedt confie qu'il en rêve encore. Ce matin-là, le système météorologique de l'aéroport de Windsor avait échoué à détecter le brouillard et aucune alerte n'avait été diffusée. Cette défaillance pourrait bien avoir coûté des vies. Cette portion de l'autoroute 401 jouissait déjà d'une mauvaise réputation. Construite dans les années 1950 et 1960, elle ne comportait que 2 voies dans chaque direction sur de longues routes droites traversant des terres agricoles plates. Les conducteurs perdaient souvent leur concentration, phénomène connu sous l'appellation de hypnose autoroutière. Les habitants avaient même commencé à l'appeler l'allée du massacre. Rien qu'en 1999, 22 personnes étaient déjà mortes sur ce tronçon. Le ministre des Transports avait pourtant qualifié cette route de plaisante à conduire. Gary McNamara, alors vice-maire de Tecumseh, reçut un appel alors qu'il se rendait au travail. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Certaines victimes ne purent être secourues et une jeune femme ne fut même pas extraite de sa voiture. Informer sa famille fut l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Le gouvernement installa des bandes rugueuses et intensifia les patrouilles, mais beaucoup estimèrent que cela ne suffisait pas. Un examen du coroner émit 25 recommandations de sécurité. Des poursuites s'ensuivirent et en 2004, l'Ontario entama une rénovation de 322 millions de dollars, achevée en 2010. Cependant, dès 2016, plusieurs sections de l'autoroute restaient inchangées. En 2017, un autre accident emporta 2 vies supplémentaires, ravivant la colère du public. Cette année-là, des barrières câblées à haute tension furent installées. Les résidents plaidèrent pour une barrière en béton intégral. En 2023, certaines portions furent achevées et en 2024, les travaux sont toujours en cours. 8 vies furent perdues, des dizaines furent blessées et toute une région resta à se demander comment cela avait pu se produire sans aucune alerte.